Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité ce jeudi, le 22 avril de l'an de grâce 2021. L'actualité au Cameroun, l'actualité en Afrique nous conduit toujours en N'Djamena au Tchad, où se préparent activement les obsèques du président tchadien Idriss Déby Itno. La délégation camerounaise, conduite d'ailleurs par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, est déjà arrivée cet après-midi à la capitale tchadienne. On annonce demain le président français Emmanuel Macron à ce rendez-vous au moment où de nombreux questionnements se multiplient sur les véritables circonstances de la disparition du président tchadien. Ce soir donc, on va s'interroger sur l'avenir de la sous-région et les relations entre la France et l'Afrique après le départ du président Idriss Déby. On s'interrogera également sur la vaccination des membres du gouvernement. Hier, le Premier ministre chef du gouvernement a donc donné le ton avec certains ministres volontaires. Ils ont donc reçu la première dose du vaccin. Est-ce une assurance pour les citoyens encore sceptiques? On en parle dans cette édition. Invité au débrief ce jeudi, Hervé Emmanuel Combes, homme politique pluridimensionnel qui a côtoyé beaucoup de chefs d'État. Ce serait une surprise que vous me dites que vous n'avez pas côtoyé le président Idriss Déby? Je l'ai côtoyé avant qu'il soit président. Quand même. C'est le 1. Hein? Ouais. On se connaît très bien. Quand il a eu son séjour parisien, il avait un cousin qui a été d'ailleurs ministre et puis ambassadeur à Paris, qui avait un restaurant. La Reine d'Afrique, et tous les soirs nous étions ensemble. D'ailleurs, je peux vous dire une histoire incroyable. Presque la veille de son départ pour N'Djamena, pour prendre le pouvoir, nous étions ensemble. Africa Queen. Une bonne anecdote. Je sais pas si c'est une bonne année pour lui, mais 30 ans après, vous voyez comment ça se termine. Oui. Donc, je suis très peiné parce que c'est un homme qui était très espiègle, très prévenant, très amical, simple. Puis peut-être le pouvoir transforme les gens, mais moi j'ai toujours le bon souvenir d'un bon frère, très amical, qui était avec nous tout le temps. Et d'ailleurs, on a mille souvenirs. Donc, je pleure quelqu'un qui avait mon âge et qui est mort dans des conditions contestables. Mais bon, je ne fais pas partie de ces derniers visiteurs. Je pense qu'un panéliste ici l'a vu il n'y a même pas une semaine. Mais je veux dire, je suis très peiné et je souffre parce que c'est ma classe d'âge et je trouve qu'il est parti trop tôt. Très tôt. Alors j'accueille également René Stéphane Goué. Il est membre de la cellule de communication de l'Union des populations du Cameroun. C'est le président de la section de UPC à Maton. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci Cathy. Je viens ici verser mes larmes pour mon Afrique. Et ça redonne beaucoup plus raison aujourd'hui au père fondateur du nationalisme et du panafricanisme. Je pense à tout ce que les Kwame Nkrumah et les Oumiobe ont dit et qui se confirme par le théâtre que tu nous annonces pour demain vendredi, qui est à savoir des obsèques, et qui nous ramène toujours à l'éternel recommencement. C'était comme ça hier avec Kadhafi. Je présage qu'avec la disparition d'Idriss Déby, c'est un autre front de désordre en Afrique qui va naître en Afrique centrale. Et c'est toutes les raisons pour lesquelles je verse encore mes larmes ce soir pour l'Afrique et pour mes défenseurs qui ont eu très tôt raison sur l'histoire de notre continent, l'histoire de notre pays. L'Afrique pleure et vous parlez de théâtre. On reviendra sur ce mot tout à l'heure. Oui, mais je ne parle pas du théâtre pour mes larmes pour l'Afrique. Je parle des obsèques qui sont des obsèques qui seront un théâtre, tout à fait. Une sorte de bal où mon oncle Emmanuel Hervé, s'il n'avait pas un calendrier chargé, je pense qu'il serait déplacé. Ça, je ne suis pas sûr. Parce que je pense que c'est une cérémonie militaire. Il faut qu'elle reste militaire. Ouais. Okay. Mais maintenant, s'il y a des chefs d'État étrangers, ils savent sur quoi ils comptent.
Mais moi, c'est une cérémonie militaire. Tout à fait. Alors, j'accueille sur ce plateau également Célestin N'Djamène, qui est le président du dernier né des partis politiques au Cameroun après à peu près une trentaine d'années de militantisme. Monsieur N'Djamène, vous avez finalement choisi de prendre le lead. Vous avez arrêté de jouer le second rôle. Du coup, vous êtes aujourd'hui le président d'une nouvelle formation politique. Le second rôle, non, je n'ai jamais vraiment joué le second rôle. Je crois que j'étais militant dans les partis où je suis passé, un militant discipliné, mais libre aussi, parce qu'on peut être les deux à la fois. Donc je n'ai jamais eu le sentiment que je jouais un second rôle. D'ailleurs, je crois que dans les deux formations où j'ai été quand même dans le staff le plus expressifs de ces deux partis, l'ONEC et le directoire. Donc quand même, c'est des personnes quand même qui ont leur mot à dire. Vous avez votre mot à dire, mais vous n'en étiez pas les fondateurs. Aujourd'hui, vous dites que votre parti sera différent des autres partis. Bien évidemment, parce qu'il y a une vieille opposition, il y a une nouvelle opposition qui est incarnée pas à part, évidemment. Parce qu'en vérité, s'il n'avait pas échoué, je n'aurais pas eu un instant l'intention de mettre sur pied un parti politique. C'est bien parce que la vieille opposition a fait flop qu'évidemment, il m'est venu l'idée de mettre en place le parti politique. C'est pour ça que vous n'êtes pas tombé dans le vocable démocratique. Vous aviez plutôt parlé de patriotes et républicains. Oui, parce que je le suis déjà, personnellement. Et je crois qu'on a envie de réhabiliter l'idée républicaine dans ce pays. Je crois que ça a été beaucoup piétiné par les partis politiques. C'est bien dommage. Parce que quand on construit une maison, il y a quand même des fondations que tout le monde doit respecter. Ce qu'on appelle la maison commune peut être habitée par plusieurs enfants, plusieurs locataires, mais il faut de belles fondations. Vous savez que la plupart des partis politiques, leur vocable, il y a toujours le mot démocratique, et vous êtes sorti de là. Oui, vous savez, c'est des vocables un petit peu théoriques, mais je n'ai pas l'intention de me dérober. Je crois qu'on doit me juger sur le terrain. Le maçon sera jugé au pied du mur. Et donc, beaucoup de partis, c'est vrai, ont usé de ce slogan, de ce vocable, mais en vérité, ça n'a jamais été pratiqué. Alors, il y a beaucoup de partis démocratiques, rassemblements. De noms, mais qui ne sont pas forcément démocratiques. Mais écoutez, nous allons sur le terrain faire valoir l'idée républicaine. Alors, je voudrais faire un clin d'œil ici au ministre Jean de Dieu Momo, dont le parti porte le nom Les Patriotes du Cameroun. Momo, c'est Momo, N'Djamène, c'est N'Djamène. Alors, vous venez du Tchad, M. N'Djamène. Oui. Vous êtes rentré à peu près samedi dernier. Tout à fait. Vous avez pris part. Vous avez couvert les élections du Tchad en tant qu'observateur. Lorsqu'un observateur y arrive, il couvre les élections et il repart, sachant qu'il y a eu un candidat et qui, après, derrière votre dos, on vous dit qu'il est décédé. Qu'est-ce que ça vous a fait? Oui, je veux dire que sur le plan humain, c'est très douloureux parce que M. le maréchal nous a reçus lundi dernier. Il l'a reçu dans son palais à Farsha. Et c'est un homme d'une extrême modestie, d'une extrême humilité. Et il a reçu beaucoup d'organisations, n'est-ce pas, d'observateurs électoraux. Et je crois que vraiment, l'Afrique perd en M. Déby un panafricain extrêmement expressif. Parce qu'en vérité, j'ai assisté au dernier jour de la campagne au Stade Mahamat, en N'Djamena. Je n'ai jamais vu de mémoire d'homme un chef d'État africain en campagne présidentielle de surcroît sortir de thématiques sur le panafricanisme. Les Tchadiens eux-mêmes étaient non pas médusés, mais ils étaient un peu surpris par le thème développé par leur président sortant. Et donc j'ai été vraiment saisi par cette démarche. Il a dit aux jeunes Tchadiens, nous, chefs d'État africains, on a échoué dans la réunification de l'Afrique, dans l'unité africaine, l'idée d'un Kwame Nkrumah, mais vous n'avez pas le devoir, vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous avez le devoir de réussir. Et il a parlé de la souveraineté africaine. Et c'est des thèmes qui m'ont beaucoup touché. Et je dois dire qu'en plus, il parlait en face de nous, puisque je suis dans le staff des journalistes, entre autres, puisqu'on était un peu mélangés. Et évidemment, après le dimanche, il est venu voter à N'Djamena premier. Il nous a reçus lundi. Donc on est parti, il nous a reçus vraiment pendant des heures, il parlait. Et il faisait déjà allusion aux escarmouches dans le Tibesti, l'extrême nord du Tchad, donc frontière de Libye. Mais ce n'était pas aussi prégnant que ça. Et on est rentré, n'est-ce pas, le 14, récemment. C'est-à-dire que lorsqu'on vous a dit qu'il est décédé, vous avez fait une blague. Oui, au départ, mais on m'a dit, si. Ben, quand j'ai consulté les informations, c'était assez récurrent. Et j'ai dit, ben voilà, on n'y peut rien, on fait le constat. Alors, demain vendredi, alors, ce sera... Mais je salue un grand panafricaniste. Tout à fait. Je sais bien, tout à fait. Demain vendredi, alors, ce sera la fin de l'ère Déby. Après à peu près 31 ans de pouvoir, le président tchadien, Hervé Emmanuel il repart comme il est venu, les armes à la main. Alors c'est là qu'il y a un problème.
Mais bon, il y a un temps pour tout. Mais si on peut se permettre, parce qu'on n'aura pas une autre occasion pour faire ce genre d'analyse de sitôt, vous voyez, ça pose le problème du mélange des genres dans l'exercice du pouvoir. Moi, j'ai connu Idriss Déby, soldat, puisque lorsque je l'ai connu, il avait le grade de colonel, mais il était en traitement à Paris. Il se soignait. Nous étions pratiquement tout le temps ensemble, puisque plusieurs membres de son entourage et sa famille étaient des relations à moi, et nous étions presque tous les soirs à l'African Queen. Tous les Parisiens connaissent ce restaurant au Hall, et c'était un homme extraordinaire. Mais il est resté soldat, et parce qu'il est resté soldat, il est mort comme un soldat. Il n'est pas mort comme un chef d'État. Un chef d'État ne devrait pas se trouver, s'il est mort au front, dans des situations de combat et tout ça. Donc c'était un guerrier, il est resté jeune dans l'arme, proactif, très actif. Et ça pose un problème des statuts du chef d'État et des mélanges que parfois on trouve dans certains pays qui sont une forme de curiosité. Certains apprécient cela, mais moi je préfère mon chef d'État qui reste dans le rôle strictement politique et civil de la fonction de chef d'État, même si le chef suprême des armées, il donne les ordres à distance, à un endroit bien sécurisé. Donc, comme on est dans l'interrogation, on ne sait pas, puisque maintenant Célestin nous apprend qu'ils se sont vus lundi, et d'autres disent que c'est dimanche soir qu'il sera allé au front, qu'il aurait pris une balle. Donc là, on saura la vraie version, mais toujours est-il fait que s'il est mort au front, il y a là une grande leçon militaire à retenir. Un chef d'État ne devait pas se trouver dans ces conditions-là face au... Hervé, tu sais bien qu'en 2006, dans les mêmes conditions, il est descendu sur le terrain. Oui, oui. En 2008, 2019. Donc il était habitué de faire cela. Oui, mais il faut arrêter les habitudes qui ne sont pas bonnes. Non, sur ce cas précis, je crois qu'il est clair, il faut dire aux téléspectateurs de Canal 2 International que M. Déby n'était pas dans une zone de combat. Il était très loin d'une zone de combat. Comment ça a changé? Et ensuite, il était, pendant ce temps-là, dans une voiture blindée. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une force française basée à N'Djamena, à Tobruk et à Biché. On ne pourrait jamais permettre à un chef d'État, qui plus est, était un acteur important dans le dispositif Barkhane au Mali, dans le G5 Sahel aussi, de laisser M. Déby, le président du Tchad, aller comme ça au front, en première ligne. Ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose qu'on nous a caché. Alors il est mort. Moi, je pense qu'il y a un règlement de compte qui s'est passé au sein de l'armée. C'est une zone d'ombre, bien sûr, chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais ce qui est certain, il était très loin d'une zone de combat. Alors, loin de la zone de combat, dans une voiture blindée, M. René et Stéphane Goué, cela conforte un peu le flou qui existe aujourd'hui autour de ces obsèques et les versions qui se multiplient. D'aucuns ont d'ailleurs parlé directement d'un coup d'État masqué d'une manière ou d'une autre. Quel serait votre point de vue dessus? Non, moi, je n'analyse pas les commentaires, comme disait quelqu'un. Ce qui est important dans votre métier, j'entends souvent dire les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Tant qu'il n'y a pas de faits, on ne peut pas faire de commentaires. Donc, n'ayant pas des éléments qui me permettent aujourd'hui de dire qu'il était au premier front ou il était dans une voiture blindée, je m'interdis de faire la danse vaudou pour dire ce que je ne sais pas. On dit qu'on n'avait pas les faits, on n'avait pas d'informations. Mais M. N'Djamena, est-ce que vous pouvez permettre que d'autres personnes parlent? Non, je tiens à... Parce que vous avez fait des affirmations ici, et c'est ce que Emmanuel, comme disait tout à l'heure, il faut qu'on arrête la confusion de genre. Vous avez fait des affirmations, vous avez dit flop de l'opposition et échec de l'opposition. Oui. Bon, il faut que vous... Un constat. C'est votre constat. Il faut le préciser également aux téléspectateurs de Canal 2. Il faut d'abord savoir que, comme partout ailleurs, l'opposition a réussi. Si vous permettez que d'autres personnes parlent, M. N'Djamena. Sinon, allez, vous écoute. Allez-y, Bon, monsieur, vous gagnez en temps, allez-y. Alors, il faut savoir pas de ces remarques. il y a deux grandes familles politiques, comme partout ailleurs. En France, on parle de la gauche et de la droite avec des chambres. Aux États-Unis, on parle des républicains et des démocrates. Au Cameroun, il y a des républicains et des nationalistes. M. N'Djamena nous apprend ce soir qu'il est républicain.
Alors, les nationalistes en Afrique sont forcément des hommes de gauche. Mais comme il y a encore une porosité d'analyse idéologique, on ne se comprend pas. Donc, l'opposition camerounaise, depuis la nuit des temps, est incarnée par les nationalistes camerounais. Les nationalistes ont obtenu l'indépendance, quoique biaisé. Les nationalistes ont obtenu la réunification, quoique biaisé. Les nationalistes ont obtenu l'amnistie générale en 1991 qui a permis aux exilés de rentrer. Les nationalistes ont obtenu le multipartisme. Les nationalistes ont obtenu un dialogue. Si pour vous, ce ne sont que des flops, comme l'agitation dans les réseaux sociaux et le nouveau mode de fonctionnement de la politique aujourd'hui est de faire de l'agitation stérile, venez et montrez vos preuves. Mais les preuves, ce n'est pas forcément en critiquant ce qui est passé par le passé. Il faut absolument que vous nous démontrez que, avec votre organisation, voici la voie à suivre. Qu'est-ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui? C'est la modification de la Constitution, le changement du code électoral, la mise en place d'un nouvel organe électoral, etc. etc. Alors, vous avez fait... Forcément, vous êtes du camp de RDPC. Et donc, oui, les républicains au Cameroun, c'est le RDPC. Alors, on revient donc à notre sujet. Monsieur Ngoué, vous avez fait une brèche qui a... C'est idéologique. Vous avez ouvert une brèche qui a pris plus de temps que la réponse à la question qu'on vous a posée. Je chute en disant donc à M. Diamène, nous sommes fiers de notre passé. Et l'avenir démontrera, malgré l'adversité, malgré les batailles, que nous pouvons faire mieux. Donc, si votre bataille est de venir dire que l'opposition a échoué, l'opposition n'a pas échoué. L'opposition mène une bataille dure et ardue contre une dictature, contre un gouvernement colonial, un néocolonial. Donc, mais cela ne nous empêche pas de marquer des points. Je peux dire 2 mots. Oui, allez, oui, juste 2 mots. Je crois pas que plus, M. Ngoué est en train de confondre l'UPC originel et l'opposition. C'est un tort. Tout le monde est unanime à dire que l'UPC, où situez-vous l'UPC? Permettez-moi. Où situez-vous l'UPC? Dans l'opposition ou bien dans... Alors, M. Diamène, s'il vous plaît, on va revenir à notre sujet. Nous ne sommes pas ici pour un débat UPC. Pas du tout. Opposition. Je dis qu'il confond l'opposition et l'UPC. Oui. Où situez-vous l'UPC? L'UPC n'est pas dans l'opposition. Permettez qu'on revienne. On va revenir sur ce sujet à une autre édition. Pour l'heure, je vais donner la parole à Hervé Emmanuel Combe. L'Afrique va donc pleurer celui que certains appellent panafricaniste. Il y a d'autres qui pensent que Idriss Déby n'était pas panafricaniste. Mais en fin de compte, le président français est annoncé là-bas demain. Qu'est-ce qu'il ira faire? Pleurer un allié ou alors sauvegarder les intérêts de la France? Voilà, merci de nous ramener au débat, mais je voulais d'abord faire une parenthèse de 2 secondes. Le RDPC n'est pas une maladie honteuse et vous m'avez présenté comme homme politique, mais quand j'entends certains propos, je referme parce qu'en fait, l'actualité, c'est ce qui se passe en N'Djamena. Okay. Alors vous me demandez qu'est-ce que le président français va faire là-bas? Écoutez, Cathy, c'est la question centrale, c'est-à-dire que le symbolisme du voyage d'Emmanuel Macron en N'Djamena et dans des circonstances aussi confuses, avant d'être dramatique, ça prouve que Idriss Déby a été un partenaire précieux, spécial et incontournable pour la stratégie africaine de l'Europe en général et de la France en particulier. Parce que je voudrais ajouter que, en plus d'Emmanuel Macron, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, une dame, va se trouver aussi, si elle n'est pas encore, en N'Djamena. Ça veut dire que Idriss Déby a fait du Tchad un partenaire incontournable. Il faut qu'on revienne un peu à la géographie pour que les uns et les autres comprennent l'importance et l'enjeu, n'est-ce pas? Entre le Cameroun et la Méditerranée, ou disons par exemple, et la Libye, il y a un seul pays, c'est le Tchad. Entre le Cameroun et le Soudan, et le Sud-Soudan, c'est-à-dire le Golfe Persique, le Golfe Arabique, il n'y a que 2 pays, c'est la Centrafrique et le Soudan. Et tous ces pays sont frontaliers au Tchad. Entre le Cameroun et le Sahara, il n'y a que le lac Tchad, le Tchad et le Niger. Donc le Tchad a une position stratégique et qui fait que la disparition de son chef dans le cadre de la politique qui était menée jusqu'alors pose un problème de conséquences
polynucléaire que cela va entraîner. Donc la présence d'Emmanuel Macron, président de la République française en N'Djamena, est la marque de la place importante que Idriss Déby et le Tchad occupent. On ne parle pas encore au passé, occupent dans le dispositif de la lutte contre le terrorisme sahélien et peut-être même pour d'autres missions. Parce que vous savez que, et là on reviendra, parce que quand Célestin parlait tout à l'heure, je m'excuse, je ne viens pas à son secours, pour que des colonnes quittent la Libye telle qu'on est en train de vouloir nous faire ingurgiter, pour entrer au Tchad, il est vrai que vous savez que les terroristes sont bavards. Et comme moi, je suis un peu les questions de sécurité, j'ai entendu un terroriste qui disait aujourd'hui qu'en fait, ils essaient de passer par le Niger et que les centres d'observation et d'écoute Barkhane américaine et de l'Europe sur le Sahara ne pouvaient pas les détecter. En fait, c'est par une région à 300 km de N'Djamena qui sont revenus sur le territoire tchadien. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas passés par le Tibesti. Ils sont venus, certes, peut-être, si c'est eux qui ont fait le coup de Libye, mais ils ne sont pas passés. Bon, pour revenir, pour dire que Idriss Déby a été quelqu'un qui était le rempart, le premier poste, la sentinelle de toute la lutte contre le terrorisme et la résistance. Et vous savez que lorsque la Libye a cédé, on a craint que les frontières se coulent et qu'à travers le Tchad, ça arrive jusque dans l'Afrique centrale. C'est un enjeu de géopolitique d'une très grande importance et c'est pour ça que je voudrais demander respectueusement à mes copanélistes, même s'ils sont plus jeunes que moi, que nous oublions un peu nos querelles de politique intérieure pour qu'on analyse, parce que ça va changer les choses, parce qu'en plus du coronavirus, sur le plan économique, nous aurons aujourd'hui les conséquences de la déstabilisation éventuelle du Tchad, en plus d'une crise économique. Donc, la zone CEMAC va vivre un événement qui va avoir des conséquences durables. Donc, ce n'est pas une question, un fait divers d'actualité. Il faut donc l'aborder avec beaucoup de sérieux, pas par des aspects anecdotiques, parce que chacun veut faire son buzz. Il y en a qui nous disent qu'ils ont parlé avec lui 2 minutes avant qu'il n'aille au front. Maintenant, on découvre que lundi, il était encore en N'Djamena. Le front était à 300 km. Qui dit la vérité, qui ne dit pas? Alors c'est cette confusion donc qui amène Célestin N'Djamena à s'interroger. Ah ben N'Djamena était à N'Djamena. Oui, tout à fait. Tout le monde l'a vu à N'Djamena. Alors je voudrais dire, comme il est de coutume, on a quand même observé, M. Boué, que les rebelles n'ont pas encore revendiqué cette attaque. Oui. C'est peut-être ce qui alimente encore la... Attention, ils l'ont revendiqué, s'il vous plaît, n'allons pas... Ils l'ont revendiqué cet après-midi, mais c'est une parenthèse. Oui, ils ont fait de la propagande. Voilà, et ils récupèrent l'événement. Vrai ou faux, on ne sait pas. Bon, alors, moi, que ce soit les rebelles ou un complot interne, l'important, c'est ce que Hervé Manuel vient de dire, c'est-à-dire la disparition de Idriss Déby et je ne sais pas quel vocable utiliser. Mouvement tectonique. C'est-à-dire ce qui va nous arriver avec... si jamais le même niveau de sécurité et utilisons les mots qu'il faut même de protection que Idriss Déby à travers son armée, son sang-froid, son courage au Tchad étant les lieux principaux des Français, et ça sécurisait quand même la zone Afrique centrale. On ne peut pas dire le contraire. Étant donné que le Tchad est un pays, donc la majorité des produits viennent du Cameroun, si jamais il arrive que tout ce qui vient de la Libye là, s'installe au Tchad, forcément le Cameroun va être au-delà de l'économie dont il disait tout à l'heure, sur le plan militaire, sur le plan des trafics, sur le plan on voit déjà ce qui se passe avec la Centrafrique, où on a été obligé de mobiliser des moyens forts pour pouvoir limiter les dégâts par rapport à ce qui se passe. Pardon, Cathy, vous savez qu'on a incendié l'ambassade. Enfin, il y a un incendie à l'ambassade de France à Bangui depuis cet après-midi. Voilà. Vous voyez que ça bouge. On ne sait pas quelle est la main qui est derrière. À la veille de l'arrivée du président français dans l'espace de l'Afrique centrale, il y a un enchaînement d'événements qui nous interrogent. Et c'est pour ça que je continue en disant
j'espère, parce que moi, je ne sais pas jusqu'à présent qui a assassiné le président tchadien. Et j'espère que nous ne commettons pas la même erreur qu'en Libye en matière de politique internationale, en pensant que depuis un certain temps, le président tchadien levait le ton. Il avait, comme l'a dit M. N'Djamène, de la proportion à revendiquer l'indépendance africaine, le panafricanisme, etc. J'ose espérer que ces alliés n'ont pas pensé qu'en l'éliminant, ils éliminaient un problème, comme on a pensé éliminer Kadhafi, et après on a créé d'autres problèmes. Mais il est trop tôt aujourd'hui de savoir si c'est un règlement de compte interne, si c'est véritablement les rebelles, si c'est le pouvoir, enfin, ces alliés occidentaux qui ont décidé que, parce que il a des interviews où il pose clairement même la question de sa réélection, où il pose la question à un journaliste français que mais ce n'est pas vous qui êtes venu me dire ici de modifier la Constitution et de me représenter de nouveau. Donc, il y a beaucoup de versions et beaucoup de faits autour de sa mort, mais les conséquences seront énormes. Et nous, surtout nous Camerounais, nous ne pouvons que prier qu'il y ait une stabilité dans ce pays frère, que nous œuvrons corps et âme pour cette stabilité, de sorte que cela ne soit pas une gangrène pour toute l'Afrique centrale. Alors, Sylvain N'Djamène, vous l'avez entendu de M. Ngoué. Est-ce que vous pensiez que le franc-parler du président tchadien aurait pu devenir problématique? On se souvient qu'il avait fait adopter une résolution pour que les pays africains commencent à financer eux-mêmes l'Union africaine. Et puis, le président tchadien a quand même été le seul chef d'État en Afrique qui se soit prononcé ouvertement contre le franc CFA et qui se soit également prononcé, qui se soit opposé aussi ouvertement à l'assassinat, à l'intervention en Libye. Déjà même, je crois qu'au sommet de la CEAC à Yaoundé en 2015, M. Déby était l'un des rares chefs d'État à parler de la question du franc CFA, de l'abolition de cette monnaie coloniale, on va le dire ça comme ça. Et il devait se retrouver, je crois, 2 ans après à Bangui. Finalement, il n'y a pas eu chorus, il n'y a pas eu d'unanimité sur cette même question-là. Mais il avait évoqué ça déjà à Yaoundé. Et en permanence, il revenait sur la question du CFA parce qu'il voulait une monnaie africaine, vous avez raison. Je voudrais presque partager entièrement ce que Hervé a dit, sauf que c'est vrai que c'est une question géostratégique parce que Macron, il ne vient pas de manière symbolique, parce qu'il vient vraiment parce qu'il y a des enjeux économiques et sécuritaires très importants. Vous savez que le Tchad, depuis quelques années maintenant, est devenu le cœur vivant de l'Afrique, tout au moins du Sahel. Parce qu'en vérité, quand vous regardez le dispositif du G5 Sahel, c'est quasiment en N'Djamena. Oui. Hein? Et aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a encore 2200 hommes dans la force Barkhane au Mali. Et donc le Tchad était quand même un pays central pour la France. Le Tchad n'a pas disparu. Jusqu'à la mort de Déby, parce qu'on ne sait pas maintenant ce que son fils va faire. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est S'il reste. S'il reste, oui, ça c'est des hypothèses qu'on peut encore... Mais c'est pour dire que le chef de l'État tchadien décédé était un homme extrêmement important pour Paris. C'est-à-dire que aujourd'hui, Macron, un peu, avec son bouclier en Afrique qui était Déby, Idriss Déby, et même, de quelque manière, les États-Unis. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il peut y avoir une déflagration, c'est vrai. Après ce qu'on a vu en Libye, aujourd'hui au Tchad, s'il n'y a plus d'hommes forts au Tchad, avec toutes les histoires de Boko Haram, de groupes djihadistes, alors est-ce que quelqu'un d'autre que Idriss Déby serait capable de contenir tout ça? C'est une question essentielle. Donc c'est pour ça que Macron vient peut-être aussi en N'Djamena pour essayer de faire quelque part du business sécuritaire après. Donc ce qui est important aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les rebelles viendraient d'autres lieux que de Tibesti, parce qu'en vérité, je connais bien Mao. Mao, c'est la frontière entre le Niger et le Tchad. J'y étais en 97. Donc, à Mao, entre N'Djamena et Mao, il y a toute une zone désertique que je connais parfaitement bien. Et donc, je m'étonne, je serais surpris que les rebelles puissent venir du Niger. Parce que quand vous quittez Mao en voiture, vous tombez directement dans la première ville du Niger. Donc, je ne pense pas. En revanche, je sais que les rebelles ont une base arrière quasiment en Libye. La question qui se pose, c'est qu'il y a 3 jours, enfin 2 jours avant la mort de M. Déby, il y a, je crois que Salim Ahmed, le chef des rebelles, qui a battu en retraite. Il a dit que nos troupes ont battu en retraite. Ils ont fui, en fait. Les troupes étaient encerclées.
Et c'est le chef des rebelles qui dit qu'ils ont battu en retraite. Alors les gens qui sont en fuite, comment peuvent-ils atteindre le président, même s'il est sur le front? C'est qu'il n'est déjà pas sûr qu'il ne pouvait pas se mettre en première ligne. Ça, c'est pas possible. Et même s'il y était, les rebelles étaient déjà en fuite. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde l'assassinat, parce que je considère que, quelque part, pour moi, c'est un risque que je prends de le dire, il a reçu une balle en plein sur le front et 2 dans le dos. Et on peut se poser la question, est-ce que les rebelles en fuite auraient été capables, étant donné la position que lui, il avait, loin de la zone de combat, dans une voiture blindée, comment a-t-il pu être atteint par, effectivement, ces balles en milieu du front et dans le dos? Bon, on sait très bien que les 15 généraux qui ont entouré Mahamat Déby, c'est les gens qui assuraient la garde présidentielle, que j'ai vu d'ailleurs quand il nous a reçus au palais présidentiel à N'Djamena. Et donc, moi je me pose une question, à qui profite le crime? Parce que Hervé l'a si bien dit. Maintenant, est-ce qu'il va rester Mahamat Déby? Je n'en sais rien. Alors, s'il ne va pas rester, et si les rumeurs se confirment, pourquoi l'aurait-il fait? Parce qu'en vérité, il est clair qu'il y a quand même une lutte de clans aussi entre les Goran et les Agawa, qui sont, etc. Donc, en vérité, ça pose un problème très complexe. Mais ce que Hervé dit est très important, parce que, en vérité, s'il y a une sécurité massive au Tchad, ça peut décliner sur le Cameroun. Vous savez qu'on a une frontière assez importante avec le Tchad, et bien sûr qu'on a l'armée vaillante camerounaise qui veille au grain, mais je crois quand même qu'il y a des risques assez importants. Alors, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan sécuritaire. Parce que Idriss Déby joue un rôle très important. Monsieur Djamel, je constate que vous insistez sur les conditions de disparition du président Déby qui peuvent affecter les relations africaines et la France. Oui, parce qu'on est... Monsieur Déby, pensez que les relations... le Tchad qui avait de très bonnes... Le président Déby qui avait de très bonnes relations avec le pays, l'ancien colonisateur, les relations s'étaient effritées au point où on puisse avoir des élans de soupçon comme la rumeur pense qu'il aurait peut-être été assassiné pour des intérêts particuliers? La question que je me pose, si j'ai le droit de penser, en tant que politique, peut-être pas sur un plateau de télévision. Oui, je pense. Maintenant, pour un peu aller dans le même sens que M. N'Djamena, observons quand même, on a une organisation panafricaine qui s'appelle l'Union africaine. Silence à radio. Et qui est président? Et qui est président de la commission, c'est un Tchadien. Voilà. Donc, il y a, qu'on le veuille ou pas, il y a des prismes de lecture qui nous démontrent qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a quelque chose d'anormal. Maintenant, moi je dis, honnêtement, c'est peut-être une déformation. J'analyse les faits. Je laisse tôt ou tard, la vérité remontera sur la surface et on aura. Mais pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que, en ce qui concerne la relation, oui, la relation s'était effritée. Elle s'était effritée parce qu'il a pris une liberté de parole, mais en politique, seuls les intérêts comptent. Comme on dit souvent, il n'y a pas d'ennemi permanent ou d'amis permanent. Quand M. Déby prend la parole et pour refuser que les Français condamnés au Tchad soient récupérés par Sarkozy à N'Djamena, comme s'il venait dans son jardin récupérer ses... Oui, mais ils sont rentrés quand même. Ils sont rentrés, mais différemment, pas comme Sarkozy le voulait. Il faut quand même que on s'est dit, mais tiens, parce que le nom de Sékou Touré, ce n'est pas le jour où il a prononcé le nom qu'il a été. Donc moi, je suis sûr qu'il y a un désaccord profond entre Déby et la France. Alors, mais la France est une nation d'intérêt. Permettez-moi 2 secondes. Non, on va y arriver. Monsieur Ngouat dit quelque chose de très important. Oui. Parce que moi, j'étais au stade le 9 avril, 2 jours avant le vote. Le cortège d'Idriss Déby entre dans le stade à 16h17. Il y avait une chaleur terrible. Même Vous aviez vraiment regardé votre montre à ce moment-là, oui, 16h17. Quand le cortège entre dans le stade, il est 16h17. Il ne pouvait pas venir avant. Il y avait une chaleur torride. On avait du mal à s'asseoir. Il arrive, il y a d'abord le directeur de campagne,
Mahaman qui monte sur le podium, il chauffe. Et puis Idriss Déby se lève. Idriss se lance vers la tribune. Il salue ses partisans. Au milieu du discours, il commence à parler, je ne dirais pas qu'il redevient vraiment, il montre le visage du grand panafricanisme. Il dit aux Tchadiens qui habitent la France, vous faites quoi en France? Gagnez le RMI pour certains d'entre vous. S'il vous plaît. Attendez, permettez qu'il finisse. Ça, c'est des faits. Permettez qu'il raconte son expérience. Vous gagnez, vous restez en France, pour certains d'entre vous, gagnez le RMI. Il dit, c'est le revenu minimum, je ne sais pas quoi. Je souffle de loin d'insertion. Il reprend d'insertion. Il dit, les pays qui nous ont esclavagisés, qui pillent nos ressources, c'est un ton extrêmement fort, qui pillent nos ressources, on doit savoir que l'Afrique, aujourd'hui, a le devoir de reprendre son destin en main. Il a surtout, je dirais, quasiment une diatribe contre la France, parce que le RMI, c'est bien en France, enfin à l'époque de Michel Rocard. Donc ça veut donc dire que peut-être, je ne dirais pas que ça a joué, peut-être c'est un élément qui rentre dans la déconsidération de l'homme Déby. Même si le Tchad reste un élément principal du dispositif Barkhane et G5 Sahel, néanmoins, pendant cette campagne, il a quand même stigmatisé, n'est-ce pas, les puissances impérialistes. Moi, je l'ai entendu. Donc je ne dis pas qu'il y a un rapport immédiat. Simplement, je dis que peut-être c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Aujourd'hui, Macron arrive certainement peut-être pour adouber son fils, je n'en sais rien. C'est 2 secondes que vous... Mais je n'en sais rien. Maintenant, la question principale, quelles seraient les conséquences dans les pays limitrophes? Parce que c'est pas que l'Afrique centrale, il y a aussi le Mali, le Burkina, tout à fait. etc. Hervé Maillet, comme la géopolitique, la géoéconomie montre que le vieux continent garde les élans de domination. Mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument impliquer la France ou un autre pays. Est-ce qu'on tue son partenaire? C'est un non-sens. Mais je ne comprends pas. S'il vous plaît, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, disons aussi d'amusement. Pourquoi? À l'autre tour de nous Parce qu'il faut qu'on revienne quand même sur des faits. Et il faut qu'on suive. Je sais qu'il y a un courant de pensée ici qui se développe en zigzag et qui veut trouver chez les autres les raisons, les causes de tous nos problèmes. Vous comprenez, Cathy? Moi, je ne suis pas de ce courant-là. Peut-être parce que c'est une opinion. Ayant vécu dans cette diaspora, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais je voudrais, comme ils disent intellectuellement, comment vous pouvez tuer votre partenaire essentiel qui vous garantit votre présence dans un jeu politique, géopolitique, sans lequel vous ne pouvez pas être dans le jeu. Je veux vous rappeler quelques éléments, s'il vous plaît. Vous ne les avez pas coupés. Le Tchad, il faut qu'on ait au moins quelques informations de base pour être au même niveau d'analyse dans cette affaire. Le Tchad, c'est la 2e ou 3e économie de la CEMAC. C'est le 2e pays en population dans la CEMAC après le Cameroun. Le Tchad a des éléments spécifiques qui font du Tchad que lorsque vous êtes avec le Tchad dans un business, c'est pas pour demain. Je voulais faire une parenthèse polémique, mais c'est le temps du deuil. Vous savez, le discours politique qui consiste à s'appuyer sur l'évocation de Oum Niobé, des nationalistes, de Sékou Touré et tout ça, c'est un pan de la démagogie populaire, un discours qui est creux et qui ne regroupe aucune réalité. Vous ne pensez pas que la souveraineté africaine est quand même à rude épreuve? Écoutez, madame, c'est quotidien. Nous sommes dans un monde de l'interdépendance, je vous l'apprends. Même les États-Unis ne sont pas libres parce que les Chinois détiennent la majorité des bons de trésor américains et qui peuvent déstabiliser, si vraiment on rentre en confrontation, les États-Unis d'Amérique en une matinée. Excusez-moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce ne sont pas les discours de certains médias qui sont fondés sur le fait que, oui, c'est eux qui l'ont... Vous allez au deuil de celui que vous avez tué. Ça arrive. Bon, écoutez, je reviens donc à l'analyse maintenant. Et ce qui est vrai, c'est que le président Idriss Déby était proactif et était présent dans plusieurs fronts. Et c'était certainement un bon militaire, mais il a confondu la stratégie et l'armée de troupes, et parfois même la politique. Vous savez, on peut aller trouver les raisons de ce qui se passe en N'Djamena maintenant, même en Centrafrique. Vous savez quel était le rôle des Tchadiens en Centrafrique? La confrontation qu'ils ont failli avoir avec les forces spéciales russes. Et comment ça s'est terminé? Vous savez le rôle que les Centrafricains ont joué dans les événements jusqu'au Burkina Faso, au Niger et tout. Donc, les causes, on peut les trouver même entre nous, Africains. Les causes sont multiples.
il faut dire la vérité, le président, à un moment, s'est cru tellement fort qu'il s'est un peu dispersé. Et aujourd'hui, malgré le statut de maillon essentiel de sécurité qu'il jouait il a pu être atteint. Donc aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention quand on désigne un pays quelconque. Et moi, je pense que la France, objectivement, n'a pas d'intérêt dans la disparition du président Idriss Déby. Ce serait un suicide pour la France de se tirer une balle. Vous ne tuez pas votre élément essentiel. Je termine, souffré aussi d'entendre des voix qui ne sont pas dans votre chorale. Donc, aujourd'hui, j'entends sur les médias et pas sur Canal 2 où certains sont devenus des tribuns. C'est la France, c'est la France, c'est la France. Doucement. Doucement. Il y a des groupes terroristes, des djihadistes, et c'est les cinq qui rentrent de N'Djamena. C'est la guerre fratricide qui est à l'intérieur de la famille même du président Idriss Déby, chez les Agawa. N'oubliez pas qu'une semaine avant, et puis moi je suis curieux, mais ça c'est entre nous, puisque c'est le sein de m'en cache pas, et mon ami, je croyais que c'était un observateur qui était parti en N'Djamena, mais je découvre qu'il était un soutien politique, il allait dans les meetings. Donc, vous avez quelques jours seulement, Cathy, avant les élections, un candidat à qui la garde présidentielle a rendu visite, qui a tué son fils et sa mère. Hein? On est au courant de ça. Et ce candidat est de la même région que le défunt président. Et ce candidat, paraît-il, a un frère qui est dans la garde présidentielle et qu'on n'a pas déplacé, même pour des raisons de sécurité. Il paraîtrait, si la thèse d'un assassinat interne est avérée, que c'est dans cette direction qu'il faut aller voir, parce que pour atteindre un président guerrier qui était Idriss Déby, dans des conditions qu'on a vues dans les images, c'est quelque chose qui devait venir de sa proximité en termes de sécurité. Donc pour revenir en géostratégie, moi je parle pour le Cameroun, croyez-moi, le président Biya a fondé sa doctrine de sécurité nationale au Cameroun sur l'observation de l'instabilité de nos voisins. Et il nous a dit un jour, chaque fois qu'il y a un événement chez les pays voisins, ça peut se transformer en problème de sécurité nationale. Et nous, au Cameroun, au lieu de nous disperser sur les subtilités de qui a tué qui, il faut savoir que le Tchad, qui n'a pas toujours manifesté cette reconnaissance, mais on est habitué, même la Guinée équatoriale, même la Centrafrique, chaque fois qu'il y a un coup de feu à N'Djamena... Mais ces subtilités ne peuvent-elles pas impacter les relations avec la France dans l'avenir de la sous-région ? Je vais en venir. Chaque fois qu'il y a un coup de feu à N'Djamena, la ville de Kousséri, sa population est multipliée par 20. C'est un coût économique que mes companélistes connaissent. C'est un coût sécuritaire. Nous avons des éléments prépositionnés pour faire face à cette situation. Vous avez vu la course, comment est-ce que les personnalités, même les membres du gouvernement qui a été dissous, traversent la frontière pour venir au Cameroun. Donc le Cameroun a un problème de contenir cela pour qu'il n'y ait pas un effet de contagion pour faire télégraphique, c'est-à-dire des éléments qui viendraient du Tibesti, d'où on ne sait pas, qui viennent. Par contre, là où je suis d'accord avec Célestin N'Djamena, où on doit s'interroger, comment se fait-il qu'avec un dispositif sécuritaire de renseignement aussi important des forces européennes, dont la France, Barkhane et tout, n'ait pas vu même des oiseaux voler. Parce que je pense qu'entre la frontière libyenne et N'Djamena, il y a au moins 2000 km. Vous comprenez ? Et on n'a même pas vu un oiseau voler. Nous, ici, quand vous quittez Mambanda pour traverser le pont, on vous voit. Et on sait si vous portez une arme. Donc c'est là qu'il y a des interrogations qui nous posent problème de savoir jusqu'à quel niveau nous pouvons compter sur nos amis pour notre propre sécurité. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est nous-mêmes qui devons organiser notre sécurité. Et la mort d'Idriss Déby nous parle. C'est-à-dire compter, parce qu'Idriss Déby venait de rétablir les relations avec Israël. Vous êtes au courant. Donc le Mossad devait être là-bas. Et vous savez qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, une usine de production de missiles israéliens a été bombardée. On pense peut-être que c'était les Iraniens. Donc le monde est devenu dangereux. Le président Déby va bouleverser la sous-région. Ah ben, il y a un risque. Je me réjouis que Hervé se soit rapproché un peu de mes thèses. Il précise rumeur, comme j'ai précisé également rumeur. Ça veut dire que moi je suis convaincu que l'assassinat, parce que c'est un assassinat, peut-être que je vais trop loin,
Mais c'est un assassinat pour moi. C'est un assassinat, sauf qu'on ne sait pas. Non, parce que quand on est en zone de guerre, il n'y a pas d'assassinat, ça veut dire que c'est la guerre. La campagne. Non, là, eux-mêmes disent qu'ils ne voulaient pas le tuer, ils voulaient le capturer. Ils étaient en fuite. Voilà. Donc tuer le président Déby, c'est pas possible. Et donc, quelqu'un en fuite qui tue un président, c'est quand même le titre d'un film. Extraordinaire. Allez-y, on va boucler. Je pense que, Hervé, tu sais mieux que personne que la France a des intérêts en Afrique francophone, en Afrique noire en général. Oui. Enfin, les intérêts. Oui. Donc, et le voyage de Macron, c'est pas tout le temps qu'il assiste aux obsèques. Ah, c'est unique. Donc, c'est même unique, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, ce n'est pas innocent. C'est bien parce qu'il est convaincu que, sur le plan géostratégique, le Tchad, pour lui, est un dispositif particulièrement important. C'est pour ça qu'il est là, qu'il sera là vendredi. Moi, je vous dis, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Mariam Djamous, qui est la veuve, d'ailleurs, de Hassan Djamous, qui était l'un des héros à côté de Déby, de la défaite de Kadhafi pendant la guerre entre le Tchad et la Libye, et qui m'a expliqué que Déby et Djamous, son mari, étaient des guerriers incroyable. Ah ben oui. Donc de là à penser qu'il a été tué comme ça, comme un poulet, c'est pas possible. Donc la thèse vraiment de la... On meurt toujours de quelque chose. Donc c'est pour dire que la France, il n'est pas impossible. La France, avant Macron, a participé à des assassinats en Afrique. Non, mais la France n'a pas tué. La France, on le sait. Non. On sait bien que, quelque part, M. Olympio, M. Sankara et bien d'autres encore... Il y a 50 ans. Oui, mais et alors la France, ce sont ses intérêts, je suis désolé. Encore aujourd'hui, la France tient à ses intérêts en Afrique. Moi, je suis un peu, comment dirais-je, pas seulement bouleversé, je suis choqué, parce que M. Déby s'est donné corps et âme. D'abord parce qu'il allait un peu partout. Quand le Nigeria l'a sollicité, il est parti à Gambarou parce qu'il n'arrivait pas à contenir la force de Boko Haram. Et même le Cameroun, j'en suis ravi que notre pays ait coopéré avec le Tchad et c'était en osmose. Le Tchad est venu nous secourir ici pour Boko Haram. Je ne dirais pas que l'armée camerounaise on est dans une opération de sécurisation du lac Tchad. Oui, mais l'armée centrafricaine n'est jamais venue à l'intérieur du territoire camerounais. Il y a une coopération et on s'en réjouit d'ailleurs. Sécurité entre le Tchad et le Cameroun. C'est pas moi qui le dis, tous les responsables. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, la question géostratégique posée par Cathy veut simplement nous faire comprendre que le voyage de Macron, c'est bien parce qu'il veut consolider ses avantages. Ah, il va parler avec l'assassin. L'assassin présumé. C'est ce nom. Attendez. S'il vous plaît, permettez à monsieur de réagir. La docilité. Monsieur le Président a toujours aimé des présidents dociles. Alors, l'ambition africaine de la France peut-elle être compréhensible? Non, du tout. Du tout. Vous savez, quand j'écoute, je n'ai pas honte de le dire, mon maître, et par nos relations familiales, Hervé Manuel Nkom, je me délecte. Mais comme il a l'art parfois de se surpasser sur un plateau de télévision, il dit, en tant que peu, il ne faut pas vous tromper, hein. Ah oui, c'est un peu produit. Porte-parole d'ailleurs de la politique France-Afrique. Il a beau emballer. C'est le sien. Il a beau emballer ça comme il veut. Et je m'en félicite d'ailleurs parce qu'il a un talent terrible. Et c'est très, très bien. Alors, la question qui m'a été posée, monsieur Nkom, c'était pas si la France a tué Idriss Déby. La question qui m'a été posée, c'est si la relation entre Idriss Déby et la France était effritée de par ses déclarations. Et j'ai affirmé que ça s'est effrité. Mais je continue à dire ici que moi, je parle des faits. Donc, je ne peux pas parler de qui a assassiné Idriss Déby. Maintenant, la France n'a aucun intérêt à la mort d'Idriss Déby. Mais je n'ai pas dit, que la France a un intérêt. Voilà. J'ai dit des relations se sont effritées. C'est deux choses différentes. Je sais que tu es maître de conférence, tu vas m'amener aujourd'hui. Allez-y, monsieur Boué. Dans quel université du RDPC, oui. Oui. Et comme il aime bien parler de son RDPC, rappelle à ton président qu'il a écrit dans un livre en 1982 que ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun n'ont jamais bénéficié des fruits
cette Alors, pour sortir de ce sujet... Nous attendons encore. Pour sortir de ce sujet, vous trouvez toujours le moyen de jeter un piquet. Alors, pour sortir de ce sujet, est-ce qu'il y a espoir de sortir de cette confusion dans l'histoire des relations entre la France et l'Afrique? Moi, oui. Ça ne viendra pas forcément du prisme où nous lisons. Aujourd'hui, l'évolution des sociétés est très rapide. Il y a une opinion publique française très féroce. Il faut que les gens sachent que pour que les Africains prennent d'abord conscience de revendiquer leur indépendance, c'est des Français, comme le cas du Cameroun. C'est Gaston Donat qui a formé les Oumyobé et autres, etc. Il n'y a même pas une nourriture qui porte son nom. Bon, donc je suis tout à fait sûr que l'opinion publique française, la géopolitique internationale avec ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie, la Chine et les États-Unis, il y aura plusieurs fronts et la France sera obligée de lâcher du zeste. Et il y a une nouvelle génération d'hommes politiques en Afrique qui n'a pas fait ses études en France, qui n'a pas des amitiés à... Comment vous avez appelé encore votre fameux restaurant, monsieur Manuel? African Queen. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Voilà. Donc, Idriss aimait la vie. Oui. Alors, il y a ceux qui n'ont pas fait Sorbonne, qui n'ont pas fait... Donc, il y a une nouvelle génération d'hommes politiques aujourd'hui. Et quand je suis dans mon Nyon Ekele natal et que je vois des jeunes qui en veulent, il sera difficile que ça perdure. Donc, il y aura forcément une nouvelle relation. Est-ce que ça viendra par la nouvelle force politique que Célestin Djamel propose? Je ne sais pas. Est-ce que ça viendra par l'opinion publique française elle-même? Je ne sais pas. Est-ce que ça viendra par de nouvelles batailles panafricaines qui s'installent à gauche et à droite? Je ne sais rien. Donc, dans tous les cas, nous aurons les yeux tournés demain vers N'Djamena, la capitale tchadienne, pour vivre exactement les derniers moments, l'hommage qui sera rendu au président tchadien Idriss Déby. Après donc le ministre de la Santé publique qui s'est fait vacciner, le premier ministre chef de gouvernement, Joseph Diangoute, et 6 autres ministres se sont donc vaccinés volontairement. Hier, c'était à Yaoundé. Alors, est-ce que cette vaccination des membres du gouvernement vous met en confiance? Est-ce que ça laisse présager la fin de la psychose? Parce que les Camerounais aujourd'hui sont sceptiques quant à la qualité et à l'efficacité de ces vaccins. Maintenant, le Premier ministre et les membres du gouvernement donnent le ton. Est-ce que c'est rassurant, M. N'Djamena? Mais sceptique, vous êtes bien gentil, parce que je crois que les Camerounais sont même réfractaires au vaccin. Parce qu'en vérité, d'aucuns se demandent, les mauvaises langues disent qu'il semblerait que ce soit du Doliprane liquide. Voilà ou de l'eau sucrée. Voilà certaines mauvaises langues. Tu n'es pas n'importe qui. Module un peu ta parole. Écoute-moi quand je parle. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi quand je parle. Alors, ils ont fait écoute-moi. Quand je parle, il faut m'écouter. Je ne parle pas en chinois, je crois. Ils disent certaines mauvaises langues. Disent que c'est de l'eau sucrée. Tu ne te fais pas de parole de ces mauvaises langues. L'eau sucrée de Doliprane. C'est ce qu'on dit dehors. Et je ne fais que rapporter les faits. C'est du foufou, quoi. Je ne fais que rapporter les faits. Alors, allez-y. C'est sûr que moi, j'étais un peu surpris parce qu'il y a de cela 2 mois, le ministre Malaouda Malachi avait suspendu les commandes de vaccins AstraZeneca. Parce qu'il y avait un débat en Europe où l'Islande, la Suède, même la Thaïlande, Danemark, etc., avaient suspendu le vaccin AstraZeneca parce qu'il y avait eu des cas de thrombose, c'est-à-dire que le sang qui se coagulait après injection. Donc il a confié ce travail au comité scientifique camerounais. Très bien. Le résultat, c'est qu'effectivement, on avait officiellement abandonné AstraZeneca. Je suis donc surpris d'entendre que le 18 avril dernier, il y a eu encore une autre commande de 400 000, je ne sais pas combien, ou 1 million de vaccins d'AstraZeneca. Alors qu'entre-temps, on avait adopté le vaccin chinois, dont le responsable majeur dit lui-même que ce n'est pas efficace, en tout cas, pas à plus de 60%. Alors, comment ça se fait dans un pays d'Afrique, comme le Cameroun, qui a démontré qu'il y a un traitement contre le Covid-19. Ça alors. Oui, puisque tout le monde a encensé le monseigneur Cléda parce qu'il avait... Non, attendez, ça c'est quand même des faits. Monsieur Ngoué parlait des faits tout à l'heure. Il y a des faits au Cameroun où les gens étaient guéris
Sauf si Monseigneur Cléda, vous soutenez que c'est un petit affabulateur. Mais je ne pense pas. Et il y a le médicament de Monseigneur Cléda qui a guéri des Camerounais, qui ont témoigné. Ce n'est pas des illusions qu'on est en train de raconter. Donc à partir de là, moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, le vaccin, moi, j'aurais préféré un vaccin d'origine africaine. Parce que je soupçonne les Européens, depuis très longtemps, on connaît la position de Bill Gates, qui a dit carrément qu'il faut diminuer la population mondiale. Oh là. Oui, il a dit, Hervé, il a écrit même d'ailleurs, il a écrit, pas qu'il a seulement dit, il a écrit. Et donc, il fallait diminuer la population mondiale, et il a ciblé l'Afrique. Donc, je suis d'accord que derrière tout cela, l'Afrique... Il y a un complot pour décimer les populations africaines. Ne prenez pas ça à la rigolade, parce qu'on va dire je ne suis pas cartésien. Non, il y a des choses qui existent, il faut le dire. Parce qu'en vérité... Alors, lorsque dans un pays, les membres du gouvernement conduits par le Premier ministre je sais pas quoi, mais en tout cas, se font vacciner, Hervé Emmanuel, vous pensez que c'est suffisant pour Madame Catherine Kane, lever le doute? Madame Catherine Kane, oui. Le Covid-19, ce n'est pas une invention. Ça existe. Ça existe, tout à d'accord. fait. C'est une pandémie à l'échelle internationale universelle. Et nous avons érigé ça comme un problème de sécurité nationale parce que ça peut mettre en péril notre population. D'accord? Et il faut rappeler, et devant les intellectuels qui sont là, que tout médicament, même indigène, peut avoir des effets secondaires. Il n'y a pas un médicament qui n'ait pas d'effet secondaire. D'accord? Et il faut dire aussi une autre chose. C'est que nous qui sommes d'une génération, avant celle de Stéphane, qui avons été vaccinés, nous avons connu les bobos après les vaccins contre la varicelle, la variole, et puis... Bon, pour revenir au sujet, nous découvrons, Mme Catherine Kane, qu'il faut, combattre le Corona-19 par tous les moyens, mais il y a une deuxième pandémie. C'est celle qui est en train de s'exprimer ici. C'est la pandémie du complotisme et de la désinformation sur cette maladie. Et ça pose un problème. Et pourquoi je le dis? C'est ça qui a un lien avec le vaccin des ministres. On a fait croire que ce vaccin-là, personne ne le prendrait, personne ne doit le prendre. D'abord, on est libre de se faire vacciner, mais faire une campagne contre la vaccination est un trouble à l'ordre public. Et dans la nouvelle communication, qui n'a peut-être pas été très suffisante, et je pense qu'il fallait associer les médias comme les vôtres pour prévenir ce qui se met en place. Maintenant, les ministres et toutes les personnalités, j'espère que Célestin va y arriver aussi, doivent se faire vacciner pour mettre en confiance, parce qu'on a introduit un environnement de doute dans l'esprit des gens par rapport à l'efficacité de ce vaccin. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, oui, le vaccin, la vaccination du Premier ministre et des ministres, c'est pour accompagner une communication, combattre ce complotisme et cette deuxième pandémie qui s'appelle la démagogie et le mensonge. Alors, Madame, tout à fait. Je vais vous dire une chose. Quand il pleut, vous prenez le parapluie ou le manteau. D'accord? Il pleut. Et quand il pleut, il faut prendre tout ce qui peut prévenir pour qu'il ne pleuve pas sur vous. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, quand on dit aux gens ne vous vaccinez pas parce qu'il y a tel qui veut finir avec la population africaine. Écoutez, c'est la même campagne qu'il y a eu où on disait aux gens ne laissez pas vos enfants aller à l'école parce que quand ils iront à l'école, ils ne croiront plus en Dieu. Alors, si pour croire en Dieu, il faut être ignorant, eh bien, écoutez, moi, je peux faire l'éducation. Dans ces doutes et cette... Non, permettez que moi, je vais me faire vacciner. Alors, vous êtes fait vacciner. Je dis, moi, j'ai choisi le vaccin Moderna et c'est pour ça que, d'abord, Célestin et moi, on ne devait pas avoir une position. Il y a eu un problème sur AstraZeneca. Ouais. Mais depuis ce problème, et au fur et à mesure, ça se développe. Les réponses sont développées. Et je dis, quand il y a une pandémie, c'est pour atteindre un seuil d'immunité collective que nous devons nous faire vacciner. Et je suis écœuré quand des médecins ou des personnalités qui sont dans l'espace public fassent la campagne contre une vaccination. C'est inacceptable. Inadmissible. Alors, on a dit, entre autres, que ceux qui vont se vacciner seront constitués comme des bombes de destruction massive pour leurs voisins. À côté de vous, il y a quelqu'un qui s'est fait vacciner, monsieur Ngoué. Bravo, mon fils. Bravo, mon fils. Et je vais le faire. Ma seconde dose, c'est le 10 mai. Bravo, Stéphane. Je me suis vacciné. Pourquoi je me suis vacciné? Vous n'avez pas attendu que les ministres fassent... Mais je l'ai dit sur le plateau de vos confrères. Dans ce pays,
tout le monde espérait en disant pourquoi le Premier ministre ne se vaccine pas, pourquoi le président se vaccine, parce qu'on pensait effectivement que c'est un poison, que lorsqu'ils vont se vacciner, ils vont mourir le lendemain. Parce que il y a un effet néfaste dans ce pays où on veut détruire et la notoriété du Cameroun. Je suis un opposant, mais je ne suis pas là pour dire des choses qui ne valent pas la peine. Je me suis vacciné parce que, comme l'a dit Emmanuel Ervin, le vaccin n'est pas sûr. Dans aucun pays au monde, le vaccin est sûr. Mais lorsque je regarde la proportion des gens qui décèdent du Covid et la proportion des gens qui ont des bobos parce qu'ils ont été vaccinés, je préfère être de la proportion des gens qui ont des bobos parce qu'ils ont été vaccinés. Vous comprenez? S'il y a une chance, 1% de chance pour que je survive de cette pandémie grâce à la vaccination, je préfère la prendre au lieu de rester à la merci de la pandémie. Et moi, par contre, je pense que nous, politiques, ce qu'on devait revendiquer à notre gouvernement, c'est la transparence sur le plan de vaccination, sur aujourd'hui l'étendue de la population à vacciner. Comment on va opérer, dans quel délai, quel est notre champion? Parce qu'il y a un clair-obscur autour de la vaccination au Cameroun qui fait craindre. Comme le disait Emmanuel Hervé tout à l'heure, moi je suis allé à Japoma, dans mon village, pour me faire vacciner. On m'a exigé, avant de me faire vacciner, un test Covid. On m'a demandé toute la pathologie que j'ai et on m'a expliqué que si on est séropositif, si on a un taux de CD4 bas, parce que le vaccin a pour... test de sang. Et je suis parti hier accompagner mon voisin se faire vacciner. Il n'a pas eu le même traitement. Et c'est sur des sujets comme ça qu'on doit interpeller les membres du gouvernement pour leur dire il faut que notre personnel médical soit capable d'avoir un accueil adéquat dans chacun des centres de vaccination, que les explications soient données aux gens pour qu'il y ait moins de bobos. Parce que si, par exemple, vous avez un statut sanitaire précaire et que vous vous vaccinez, parce que la personne qui vous a reçu ne vous a posé aucune question. Ça peut vous êtes arrivé parce qu'on veut faire des chiffres et montrer au ministre que mon centre a eu plus de vaccinés, etc. etc. Donc moi, aujourd'hui, si j'ai une préoccupation, si l'Union des populations du Cameroun a une préoccupation, c'est que le gouvernement nous parle, que la communication autour du vaccin soit claire, que le plan de vaccination soit clair. On parlait de vaccins ici tout à l'heure. Quel est le vaccin qui est opérationnel? Nous, on a commencé avec Sinopharm. Il y a 4 vaccins, Célestin. On nous a annoncé qu'AstraZeneca est arrivé. Est-ce que comme Pfizer arrive, est-ce qu'on l'applique également? Est-ce que c'est déjà sur le marché? C'est ces questions fondamentales que les Camerounais veulent comprendre. On parle d'achat de vaccins. Pour le moment, le Cameroun n'a pas encore acheté des vaccins. C'est l'opération COVAX. C'est l'opération COVAX qui a envoyé des vaccins à AstraZeneca. C'est un don chinois qui a envoyé Sinopharm. Donc le Cameroun doit nous expliquer, est-ce qu'on a un budget pour l'achat des vaccins? Et si on veut acheter les vaccins, quel vaccin on va acheter? Et qu'il n'y ait pas confusion entre un médicament lorsqu'on a le Covid et un vaccin. Parce que c'est deux choses différentes. Pour terminer, il faut que les gens sachent que la santé, c'est un bien précieux qu'on n'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Entre mon père, Hervé Emmanuel, et moi aujourd'hui, physiquement, je suis plus amorti à cause de mon statut sanitaire. Donc, il faut que les gens fassent attention quand on parle de sujets de santé. Et je suis d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, le corps médical camerounais est devenu le principal agent des informations vis-à-vis des populations. Absolument. Et on ne peut pas être dans un corps et combattre ce corps. Et je pense que, c'est terminé, je vais chuter par là. Parce que c'est un sujet très important pour moi. Si j'étais ministre de la Santé, je rendrais
le vaccin obligatoire pour le corps médical. Et c'est ce que l'Italie vient de faire. Celui qui ne veut pas, il dégage. Absolument. Mais le vaccin au Cameroun reste volontaire. Vraiment 30 secondes parce que le journal... Non, pas pour ceux qui soignent les gens. Pas pour le corps médical. Voilà, ils ont tous parlé 5 minutes, moi j'ai 30 secondes. Non, vous aurez vraiment 30 secondes parce que malheureusement, le temps, vous avez parlé beaucoup dans ce sujet précédent. Parce qu'on est en désaccord, qu'on est complotiste. Vous avez pris beaucoup de temps pour parler de votre Monsieur Ngoué, comme Monsieur Hervé Koch, non, je ne vous ai pas vous avez parfaitement le droit de vous vacciner. Non, il prête sa voix. Le vaccin est basé sur le volontariat, sur la volonté. Oui. Mon corps m'appartient. Oui. Je regrette. Sauf quand tu me contamines. Deuxièmement, on n'a jamais été contre le vaccin. En tout cas, pas moi, en général. La polémique vient sur ces vaccins, par ce virus fabriqué par des eugénistes européens pour décimer. Oui, je suis peut-être démagogue. Merci beaucoup, merci. Terminé. Écoutez, moi je crois en la pharmacopée africaine. Oui, mais tu crois même au gris-gris. Non. Ce vaccin-là est un vaccin dangereux. Non. Et moi je dis que la pharmacopée africaine est puissante. On a le traitement, on n'a donc pas besoin de vaccin. Merci beaucoup, Célestin Djamel. Merci René et Stéphane Gueux. Merci. Tu dis ça en prime time sur une des télévisions les plus écoutées en Afrique. Gislain Pierre Essonneau, demain. Il y a des traitements contre le Covid en Afrique. Il y a le traitement. Merci, monsieur Djamel. Merci, président. Merci, président, d'avoir accepté. Monsieur le président, tu es dangereux. D'avoir accepté notre invitation. Vous retrouverez, chers téléspectateurs, demain Gislain Pierre Essonneau pour un autre débat sur l'actualité au Cameroun et hors du Cameroun. Merci, bonsoir et à mardi.